BDO. J'aime pas le leadership au féminin. Il y a un leadership, il y a un charisme. Nous sommes là, il ne faut pas se cacher la réalité, pour gagner de l'argent. Fédérer et avoir des gens formidables qu'on fait grandir. Moi, j'ai jamais eu peur d'avoir les meilleurs autour de moi. Des marques comme Elle, des marques comme Europe 1, des marques comme Le Monde, comme Le Figaro, restent parce qu'elles sont fortes. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui incarne le pouvoir des médias, l'audace dans la transformation et la constance, sans mauvais jeu de mots, dans le leadership. Diplômée de droit et de Sciences Po, elle a gravi un à un les échelons jusqu'à prendre la tête de Lagardère News, pilotant Europe 1, le JDD ou encore Elle International. Dans un univers longtemps dominé par les hommes, elle a imposé sa voix, son exigence, sa vision. Elle a traversé les tempêtes, géré des crises, redressé des marques et continue de croire en un journalisme exigeant, une radio vivante et des médias qui font sens. C'est une dirigeante rare, à la fois discrète et influente, qui allie fermeté stratégique et sens du collectif. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Constance. Bonjour Arnaud. J'aime bien commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire où tu es né, dans quel environnement tu as grandi et qu'est-ce qui t'a amené finalement à choisir à la fois ces études et ce parcours ? Alors, je suis fille unique. Je suis née et j'ai été élevée à Paris. Après une scolarité relativement médiocre. Et en fait, plus j'ai grandi et plus... j'ai d'abord eu un accident assez grave à 18 ans, un accident de cheval, qui m'a clouée à l'hôpital pendant quelques mois. Et là, j'ai commencé, j'étais à la fac, mais en tout début d'études, et j'ai commencé, comme j'ai eu le temps, c'est une chose qui est très rare, le temps d'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à mes études à l'occasion de cet accident de cheval. Et puis après, j'ai fait du droit public, et puis après, j'ai fait un 3e cycle à Sciences Po. Et puis... Tu avais de l'ambition déjà à ce moment-là, ou une volonté, des gens qui étaient dans ce milieu, enfin déjà, tu savais déjà ce que tu voulais faire, ou tu avais une idée ou pas du tout, et ça s'est créé. Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais d'ailleurs toujours pas ce que je veux faire. Non, je crois que ça a été une succession de rencontres, de chances, probablement de courage, on en reparlera, et de travail. Je me suis retrouvée en droit par hasard, j'étais assez jeune. Après, j'ai fait ce 3e cycle à Sciences Po sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et puis, par des amis, je me suis retrouvée assistante parlementaire de François Daubert. J'ai passé un concours administratif que j'ai raté à cette époque. J'étais à l'Assemblée. C'était en 1900, mon Dieu, j'ai honte de le dire. C'était en 1981. Donc c'était au moment où François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et moi, j'étais dans l'opposition. Je travaillais pour ce député qui était UDF à l'époque. Et c'est vrai que c'était une période où j'ai beaucoup appris, qui était très riche. J'ai appris un peu les arcanes du pouvoir. François Daubert m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à un peu écrire. Il m'a appris un peu le monde, un monde que je ne connaissais pas du tout puisque j'avais fait des études. Et puis après, ayant raté ce concours administratif, je me suis dit, est-ce que je vais continuer ad vitam à faire ce métier ? Et j'ai vu une petite annonce à Sciences Po où il y avait écrit l'Expansion. À l'époque, c'était le magazine économique. L'Expansion recherche chef de pub. Je me suis présentée et je suis rentrée à l'Expansion sans du tout savoir... Purement par hasard, en fait. Ouais. Sans du tout savoir ce que c'était la pub, sans du tout savoir ce que c'était que la vente. Et j'ai découvert assez rapidement, je me suis dit que je pouvais peut-être gagner de l'argent et avoir du pouvoir. Donc là, en revanche, ce sont deux choses que j'ai senties, mais c'était pas planifié en me disant je veux faire ci, je veux faire ça. Donc c'était vraiment un hasard. Et puis tout ce qui a jalonné ma carrière, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré Jacques Louvet qui a été mon premier patron, Hubert Zisny, Jean-Louis Servan-Schreiber, donc des hommes, des femmes qui ont marqué, et c'est comme ça que c'est toujours construite ma vie professionnelle. Ce sont des rencontres.
et des opportunités. Tu t'es dit que tu pouvais, en voyant cette annonce, gagner de l'argent, avoir du pouvoir. C'est vraiment à ce moment-là que tu te dis finalement j'ai envie de diriger. Oui. Tu le formalises comme ça. Oui. Ouais. Je me formalise même. J'avais C'est envie. Suite à ce passage à l'Assemblée, en fait. Et puis j'ai découvert non, c'était quand j'étais à l'expansion. J'ai découvert en étant chef de pub le goût de la vente, le goût de convaincre, le goût de faire partie d'une équipe. Je l'étais aussi à l'Assemblée, mais l'Assemblée, je ne suis pas restée très longtemps. Et donc, ça a été vraiment le début de ma vie professionnelle. Je suis restée 7 ans à l'expansion. Je te l'ai dit en rencontrant des gens qui m'ont beaucoup appris. Jean-Louis Servan-Schreiber m'a appris l'art du temps. Jacques Louvet, l'art de négocier. Jean Boissonnat à l'époque. Donc, tu vois, c'était une époque assez bénie des dieux pour la presse économique. Et puis, j'ai été infidèle. Je les ai quittés pour aller sur le lancement de Capital, qui allait être le concurrent direct de l'expansion. J'ai eu le courage de quitter le nid. Par une rencontre, là encore ? Oui, j'ai rencontré Axel Gantz, qui était aussi très charismatique. Et puis, je suis restée pour le lancement de ce magazine, qui était une période aussi assez intéressante. J'y suis restée 3 ans. Et puis, ensuite, je suis allée dans une autre famille de cœur, rejoindre Claude Perdriel, pour diriger la régie publicitaire du Nouvel Observateur, avec le Nouvel Observateur Challenge, Science et Avenir. Époque, là aussi, bénie de la pub, où je me suis régalée avec une équipe où j'ai pu recruter des talents, où j'ai fait grandir les gens. Et j'ai quitté là aussi au bout de 7 ans. Ça a été dur, parce que le Nouvel Observateur, c'était vraiment ma famille. Oui, puis je crois que, j'ai lu, je crois que tu le qualifiais comme ça, tu qualifiais Claude Perdriel comme un peu ton père spirituel, un mentor. Oui. Tous mes patrons m'ont appris quelque chose, m'ont fait grandir. Claude Perdriel, il m'a peut-être donné cette, contrairement aux apparences, il m'a un petit peu donné de la confiance en moi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui va bientôt avoir 99 ans, que je vois souvent, ainsi que sa femme, et dont je suis très proche, et qui m'a aussi fait grandir. Et c'est vrai que ça a été dur de le quitter. Mais après, Arnaud Lagardère m'a appelé. C'était il y a 26 ans. 26 ans. Parce que ça fait 26 ans que je suis dans le groupe Lagardère. Et il s'est vraiment passé quelque chose. J'y ai vu un projet d'entreprise. Je me suis très bien entendue avec Arnaud dès le début. Et voilà, c'était parti pour une nouvelle aventure. Et en fait, quand je regarde le lien dans ma carrière professionnelle, dans toutes les sociétés, dans toutes les boîtes où je suis passée, c'est que ce sont des boîtes familiales. Peut-être à part Prisma, mais que ce soit chez les Servan-Schreiber, chez les Perdriel, chez les Lagardère et chez les Bolloré maintenant. Donc, il y a dans mon histoire une histoire forte avec les sociétés familiales et patrimoniales. On y retrouve probablement des valeurs communes, des attachements à un homme, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma carrière. Quand tu rencontres Arnaud Lagardère et que tu décides de le rejoindre, il te confie à ce moment-là la direction de sa régie. Il me redonne Alors, il arrivait lui aussi des États-Unis. Donc Jean-Luc Lagardère était encore vivant, Arnaud venait d'arriver, et il a repris l'activité radio, et puis le digital, comment ça s'appelait, Club Internet à l'époque. Et donc moi, il me confie la régie publicitaire. Et donc j'ai remplacé Michel Cacot à la tête de la régie. Donc on avait Europe 1, Europe 2, RFM. Tu étais assez jeune, là. J'avais pour un poste comme ça, 39 ans. C'était commun dans le milieu de la régie, de la publicité. C'était le début. C'était le début, en tout cas. Il y avait Claude Cohen comme patron emblématique de la pub. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque. C'était plus des patrons de régie qui étaient des hommes. Donc ça, c'était un peu... Voilà. Mais j'ai découvert, c'est vrai, on avait en régie les indépendants. Et c'est une société dans laquelle il y avait... Avec les régies locales, on était à peu près 500, 600 personnes. Donc c'est vrai que pour moi, ça changeait de braquet. Mais avec la confiance du groupe, avec la confiance d'Arnaud, on a réussi à monter une régie télé, puisqu'on a récupéré RTL9, une régie digitale, et puis 5 ans après, j'ai pris la tête de toute la régie publicitaire avec la presse. Tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, qui comprennent peut-être mal, c'était quoi ton job à ce moment-là, la régie publicitaire? La régie publicitaire, c'est de vendre de l'espace publicitaire des différents médias. Donc c'est en presse, c'est en général 50% des revenus. En radio et sur les médias audiovisuels, à cette époque-là, c'était quasiment 100% des revenus.
Donc ça permettait Donc à nos médias de les Ouais. rendre indépendants et de les faire et de les financer. Mais c'était d'aller voir les agences médias. Donc c'est de la vente. C'est de la vente. Ouais. C'est de la vente avec quand même une histoire, un apport marketing. Voilà, mais c'est de la vente. Qu'est-ce qui a été déterminant en fait? Quelle qualité il est venu chercher chez toi Ça, il faudra lui demander. Ouais, Ça, il faudra lui demander. Je l'inviterai. Je pense. J'avais eu de très bons résultats, des qualités professionnelles, de très bons résultats à l'expansion, à l'Observateur où j'avais fait. C'était une période aussi assez bénie des dieux pour la pub. Mais mes résultats, je pense qu'on s'est bien entendu. Il a aimé ma joie de vivre, ma spontanéité. Je pense, je suis courageuse et bosseuse, voilà. On s'est bien entendu tout de suite. Ma loyauté, probablement, pardon. La loyauté. Valeur très importante dans tous les groupes dans lesquels je suis passée. Tu as dit que tu as été infidèle dans ta carrière, mais finalement assez peu. Alors, j'ai eu des phases de 7 ans. Et puis après, j'ai eu une très longue phase. En revanche, dans le groupe Lagardère, j'ai eu aussi des phases de 7 ans, parce que j'ai dirigé la régie pendant 7 ans. Et après, Denis Olivier m'a donné ma chance en me rapprochant des contenus, puisqu'après, quand Denis est arrivé, j'ai dirigé le pôle féminin haut de gamme, dans lequel il y avait la marque emblématique et mythique, la plus puissante au monde, qui est le L. Donc j'avais le L France, le L International, et puis des titres de décoration, d'art de vivre. Mais là, j'ai changé vraiment de métier, puisque je suis passée de la régie publicitaire au contenu, où j'étais la directrice générale, donc où je dirigeais aussi les rédactions. Quand tu changes et justement tu passes au contenu, en termes de management, en termes de leadership, c'était une révolution, c'était un changement? C'était un peu compliqué. À cette époque-là, en France, passer de la pub à diriger des rédactions, surtout la rédaction du L qui n'était pas simple à l'époque, ça a été c'est plus facile sur les médias audiovisuels. J'avais aussi de l'expérience, mais quand je suis arrivée à Europe, il n'y a aucun sujet. Quand je suis arrivée au L, ça a été une période... alors maintenant, on va dire que j'ai beaucoup appris, certainement, mais j'ai toujours... D'ailleurs, je pense que c'est assez féminin. Le syndrome de l'imposteur. Voilà, ouais. J'ai ce syndrome de l'imposteur. Et là, je l'ai eu encore plus parce qu'on me le faisait un peu remarquer. Parce que tu n'étais pas Parce que je n'étais pas du Sérail, parce que je n'étais pas journaliste et parce que je dirigeais des rédactions en venant de la pub. Oui, et puis en France, on met quand même un peu les gens dans des cases. C'est un peu... Je pense que c'est moins le cas maintenant. Ouais. Vous avez regardé le succès d'Alain Veil, Pierre Comte à l'époque... Régis Travana est aussi issu de la pub. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus dans les mœurs. Et c'est plus facile dans les médias audiovisuels. Justement, si on reste sur le monde des médias, déjà, est-ce que c'est juste de dire que quand même les médias ont subi une transformation depuis 20 ans? Quel est le regard que tu portes sur toute cette évolution? Et toi, dans tes responsabilités Je pense qu'il y a quelque chose... Voilà, comment tu as géré en fait ces Non, je pense qu'il y a quelque chose qui subsiste et qui reste. Il faut évidemment s'adapter et faire avec ces nouveaux usages qui nous servent. Aujourd'hui, on passe notre temps sur notre téléphone, on lit la presse sur notre téléphone, on écoute la radio à travers l'audio digital, etc. Donc évidemment qu'il faut vivre avec tout ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui reste. Et sans jeu de mots qui marque, ce sont les marques. Des marques comme Elle, des marques comme Europe 1, des marques comme Le Monde, comme Le Figaro, restent parce qu'elles sont fortes. Et bien aujourd'hui, elles sont juste multicanales. Donc à nous de nous adapter et les faire évoluer pour les auditeurs, pour les lecteurs, en fonction des différents canaux. Tu en reviens à la puissance de la marque. Oui. La marque vit, et à partir du moment où on a une marque qui est forte... Oui, alors aujourd'hui, on a de nouvelles marques. Ouais. YouTube, c'est une nouvelle marque. Spotify, c'est une nouvelle marque. Google, c'est une nouvelle marque. Mais nous, on a à s'adapter aussi avec les marques que nous avons. Je prends l'exemple du L. Le L, aujourd'hui, est la marque la plus puissante au monde. On est présent dans 50 pays. Et quand vous allez en Ouzbékistan, où on a ouvert l'année dernière, ils ont l'impression que le magazine a été créé chez eux. Donc, la puissance de cette marque qui se diversifie, qui se développe et dans lequel on ouvre encore des pays. Il y a des pays où on ouvre que le digital. Elle n'est présente que sur le numérique. Mais je crois beaucoup à la force de la marque, oui. Et à l'adaptabilité sur tous les canaux. Il y a une anecdote, alors je ne sais pas si tu vas nous la raconter dans le détail, mais tu as eu la première interview de Brigitte Macron officielle dans Elle. C'est vrai que j'ai une bonne relation avec Brigitte Macron depuis longtemps. Et elle m'avait dit que si
que si son mari rentrait à l'Élysée, elle nous accorderait OL et OL International sa première interview. Et comme c'est une femme de parole, elle a tenu parole. Et elle nous a donné ce fameux interview en août, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. Et c'était une interview assez formidable. Avec le recul aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier en fait? Mes filles, de tout ce qu'elles m'ont apporté. De la douceur qu'elles ont fait naître en moi, du lien que j'ai avec elles, du lien qu'elles ont entre elles, de la façon dont elles grandissent, de tout ce qu'elles construisent. C'est mon socle, je les trouve formidables. Alors après, c'est pas professionnel, mais c'était important de le dire, parce que je te le dis, c'est mon socle. Alors justement, ça m'amène à une question avec laquelle j'échange avec beaucoup d'autres dirigeants sur le pseudo-équilibre entre le personnel et le professionnel. Ça a été difficile pour toi? C'est toujours difficile. Tu entretiens une énorme culpabilité. C'est-à-dire que quand tu es au bureau, tu te dis je n'élève pas mes enfants. Et quand tu es avec les enfants, tu te dis merde, j'ai des réunions, je prends du temps sur le bureau, ça va pas. Donc c'est le combat c'est la charge mentale des femmes. Alors en plus, à l'époque où j'ai eu mes enfants, il n'y avait évidemment pas de télétravail. Donc on bossait du lundi au vendredi énormément. Et on avait 3 ou 4 semaines de vacances. Donc il fallait gérer. Moi, j'ai eu le père de mes enfants a toujours été très présent, m'a beaucoup soutenu avec les enfants, etc. Mais aussi dans les échanges qu'on pouvait avoir. Donc c'est bien d'avoir une femme derrière soi ou un homme derrière soi et de partager ça. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'y serais pas arrivée. Enfin, pas de la même façon. Comment tu qualifierais, toi, ton style de leadership? J'aime pas le leadership au féminin. Je sais pas ce que c'est. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes. J'ai dans mon COMEX autant de femmes que d'hommes et j'ai une relation professionnelle formidable avec les femmes, mais je ne sais pas s'il y a un lead. Je ne sais pas ce que c'est que le leadership au féminin. Il y a un leadership, il y a un charisme chez des gens. Après, j'ai du mal à parler de leadership au féminin. Moi, je pense que le maître mot, d'ailleurs, que m'ont appris les métiers de la vente, c'est d'écouter, même si mes collaborateurs disent que j'ai un temps d'écoute qui est extrêmement court, et mes enfants aussi d'ailleurs, mais je m'améliore. C'est d'essayer de s'adapter, de changer d'avis, de se remettre en cause et de fédérer. Je n'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue, je l'ai dit, sans le père de mes enfants, pour des choses personnelles, mais professionnellement, c'est le fait de fédérer et d'avoir des équipes extraordinaires autour de moi, toujours maintenant, qu'il faut qu'on réussisse. Fédérer et avoir des gens formidable qu'on fait grandir. Moi, j'ai jamais eu peur d'avoir les meilleurs autour de moi. Il y a des tonnes de sujets sur lesquels je suis pas du tout spécialiste et technique. Et puis même ceux que je connais bien. Aujourd'hui, je considère que la patronne de régie que j'ai, elle est meilleure que moi à l'époque. J'ai une financière qui est remarquable, un juriste pareil. Donc je pense que c'est vraiment important d'être de s'entourer, de fédérer et d'avoir des relations avec ces équipes qui soient... Alors, je pense qu'il vous dirait que je suis exigeante. En revanche, oui, je suis exigeante. J'aime la discipline. J'aime le travail bien fait. Mais je suis capable de changer d'avis. J'aime beaucoup rire. Donc, ça, je pense que c'est essentiel dans la vie. C'est qu'il faut avoir du deuxième degré. On ne rit pas suffisamment. Et moi, je ris suffisamment. Ouais. Je ris toute seule, même, très souvent. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui me font rire, et le rire est une chose qui m'a... Peut-être qu'à des moments, ça m'a sauvée. En tout cas, c'est d'avoir ce deuxième degré. Non pas que je sois à mourir de rire, mais j'aime m'entourer de gens qui... Voilà, on va dire de l'esprit. Si on parle du stress, est-ce que tu te considères comme une dirigeante stressée, mais que tu arrives à gérer? Est-ce que tu as connu réellement des grosses situations de stress? Oui. Est-ce que... Oui. Ouais. D'abord, je suis stressée. Ouais. Je me combats. J'essaye de faire du yoga, j'essaie de respirer. On est dans un monde qui est quand même assez dur. Et puis moi, je suis stressée parce que je crois... il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est mon père. Mon père n'a pas son bac. Il rêvait d'avoir des garçons et il n'a eu qu'une fille. Donc j'ai été élevée
je pouvais tout faire, mais il fallait que je réussisse mes études et que je travaille. Et encore aujourd'hui, quand je suis un petit peu fatiguée, mon père a 95 ans, il est en pleine forme, il me dit non mais continue, accroche-toi, vas-y, bats-toi, etc. Donc là, en termes d'exemplarité et en termes d'exigence, j'ai été à bonne école, quelquefois trop, parce que et pour en revenir à ce qu'on se disait à l'instant, c'est que j'ai la théorie du bon point, c'est qu'il faut que je fasse bien ce que je fais. Donc ça j'arrive pas à prendre du deuxième degré, à dire on s'en fout, etc. Donc ça engendre du stress. T'arrives à couper, toi, à déconnecter? Oui. Je stresse très vite et je déstresse très vite. Quand je rentre à la maison, quand je suis avec les enfants, quand je voyage beaucoup, j'adore ça. J'arrive à... Bon, alors, là, 1h30 ensemble sans regarder mon téléphone... Je suis en PLS, mais donc voilà. Mais non, j'ai besoin de me reposer aussi un peu. Le sport, quand je fais du sport, je fais de la boxe 3 fois par semaine. Quand je fais de la boxe, j'arrive. T'as pas le choix. Moi, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, le sport. Et j'en fais depuis 15 ans. J'ai pas non plus la taille. Bon, mais pas souvent les gants. Quand on fait l'entraînement, etc. Je suis dans une petite salle avec un prof qui. Et quand j'ai cette heure-là, on est 4 et avec un prof qui est un ancien champion du monde, qui s'appelle Jean-Paul Mendy, qui est remarquable, qui est très important dans ma vie, et qui, quand je fais ça, quand je suis à la salle, là, j'oublie. J'ai même pas le courage d'y penser, tellement c'est dur, et tellement c'est mental. Donc, comme c'est mental, on ne réfléchit pas. Une question que je pose assez régulièrement, c'est sur l'héritage. Est-ce que la question de ton héritage chez Lagardère est quelque chose qui te préoccupe, auquel tu réfléchis, ou qui a été un moteur dans ta carrière? Cette question de laisser quelque chose. Alors, pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas du tout à l'héritage, pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, je ne pense pas beaucoup à après. Et je suis plutôt heureuse et fière de voir des gens avec lesquels j'ai travaillé qui ont des postes très importants aujourd'hui, donc des gens que j'ai peut-être aidé à grandir, d'une part, et d'autre part, je n'ai jamais eu, je ne sais pas si c'est une question de courage, j'ai jamais monté ma boîte, je ne suis pas une entrepreneuse, je suis une femme d'entreprise. Donc j'ai accompagné ces entreprises, et ces entreprises, elles continueront après moi, mais je ne suis pas chez moi. Quand tu regardes ça maintenant, le regard sur toute ta carrière et toutes ces marques que tu as dirigées, qu'est-ce que tu en retires? Enfin, tu regardes ça avec quelle satisfaction? Tu aurais pu faire mieux? Enfin, tu vois, c'est des questions qui t'animent. On peut évidemment toujours faire mieux, mais je suis très heureuse des sociétés, des gens pour lesquels j'ai travaillé. Paris Match, ça a été vendu il y a quelques mois au groupe LVMH. J'allais dire c'est une bonne décision de mon patron parce que c'est une offre qui ne se refusait pas. Maintenant, je ne peux pas vous dire que je suis pas un peu... J'ai accompagné cette marque, on l'a transformée. Je considère qu'on a laissé à LVMH un bijou en pleine santé, un bébé en pleine santé. Mais c'est vrai que j'étais très attachée, donc quand elle est partie, même si c'est une très bonne décision par la boîte, j'ai eu un petit pincement au cœur, mais ça je pense que c'est normal. Est-ce que tu as déjà pensé, ou tu t'es posé la question sur, j'en discutais avec d'autres aussi, sous la forme un peu la durée de vie du dirigeant, ou tu vois le moment où tu t'arrêterais dans ces fonctions-là? Franchement non, moi tant que je sers encore l'entreprise, tant que je les sers encore, et tant que je suis heureuse, je sais pas, ça peut s'arrêter demain, ça peut s'arrêter dans 1 an. C'est un sujet auquel Et en plus, je suis tellement dans l'urgence du quotidien pour faire marcher ces médias, pour essayer que les gens soient heureux et tout ça, que c'est une question que je me pose pas. D'ailleurs, je me pose, entre guillemets, pas beaucoup. J'ai la chance d'avoir quelques conseils d'administration qui me permettent de voir d'autres secteurs qui m'intéressent. J'ai une passion pour les voyages. J'ai la chance d'être administratrice de Voyageurs du Monde, qui est dirigée par un de mes très fidèles amis, qui est Jean-François Rial. J'aime beaucoup les voyages, et donc j'aime beaucoup partager ça avec Jean-François, avec les gens qui y travaillent. J'ai la chance aussi d'être administratrice d'Interparfums. Donc là aussi, ça me fait voir des univers différents. Et j'essaye humblement de mettre mes expériences et mon savoir-faire financier, marketing, dans ces boîtes qui sont qui me permettent de voir un univers différent. Mais mis à part ça,
c'est vrai que j'ai du mal à me projeter et à me dire, bon, j'ai plus 25 ans, c'est sûr, mais de me dire, j'ai 64 ans et de me dire, bah, je vais aller m'occuper de ma petite fille et puis je vais aller faire du jardinage, lire et voyager. Je sais pas. Peut-être que ça arrivera vite et peut-être que ça arrivera dans 10 ans. Je me projette pas. Est-ce que tu as des combats, des causes, Alors, des choses qui te tiennent particulièrement à cœur, que ce soit professionnel, personnel, mais je suis très sensible à l'éducation. L'éducation, c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays qui est où l'éducation est ouverte et on a la chance d'y avoir accès. Je suis en ce moment extrêmement touchée par la cause des femmes afghanes qui maintenant ne peuvent plus parler en public. Je ne parle même pas de l'éducation, je ne parle même pas des petites filles. Et le silence assourdissant de la communauté internationale à leur égard, quand je me mets à y penser, ça me touche énormément. Je ne sais pas, c'est un apartheid, je suis très en rage contre ça. Et puis, de manière un peu plus proche de moi, j'ai une de mes filles qui dirige la Maison des femmes à Saint-Denis, qui s'occupe de l'accueil de femmes victimes de violences. Donc c'est vrai qu'elle m'en parle beaucoup, on échange beaucoup. Donc là aussi, je suis assez concernée et touchée par cette cause. Sur le sens plus particulièrement, vis-à-vis de tes collaborateurs, et avec toute ton expérience dans le secteur, quel est le sens premier ou la mission première que tu verrais de ce secteur des médias dans la société d'aujourd'hui ? Il y a le sens qu'on veut donner au fond journalistique, ça je laisserai ça à mes directeurs de rédaction. Et puis il y a la vie de l'entreprise qui a un objectif très clair, et ça j'ai gardé ça toute ma carrière. C'est que nous sommes là, il ne faut pas se cacher la réalité, pour gagner de l'argent. En tout cas pour être rentable et pour gagner de l'argent. Et à côté de ça, moi j'essaye de le faire avec autour de moi des gens qui soient dans un univers de travail et qui soient heureux quand ils viennent au bureau le matin avec un projet, un engagement, et qui soient fiers de la société dans laquelle ils travaillent. Tout ça, tu l'as théorisé, tu l'avais déjà compris. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son instinct, il faut avancer. D'abord, ce que tu fais, c'est de l'instinct, et ensuite tu valides ton instinct avec les autres, et puis avec des faits rationnels. Mais tu commences par l'instinct. Tu commences par l'instinct. Oui. Est-ce que tu continues à te former ? Je me forme en regardant les autres, je me forme de la vie, très vraiment, vraiment, des expériences à tout point de vue. J'ai été malade l'année dernière, donc c'est vrai. Tout le monde me dit « t'as dû changer, ça t'a donné du recul ». Je pense que ça m'a donné du recul pendant 2 mois, puis après je suis repartie comme en 40, en oubliant. Mais de temps en temps, il y a quand même de se dire, j'aime bien cette phrase, je ne sais plus qui disait, t'as des tonnes de problèmes toute la journée, puis quand t'es malade, t'en as plus qu'un. Donc de temps en temps, j'essaye de penser à ça pour revenir à des choses plus essentielles, plus essentielles de la vie. Et pour de ce qui est de la formation, non, je ne fais plus de formation, si ce n'est une seule, parce que avec la gestion du L dans tous les pays du monde, je dois vraiment être parfaitement bilingue. Donc non, je fais une petite formation en anglais. Voilà. Tu m'as cité déjà de noms de personnes qui ont été tes mentors, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à grandir, mais est-ce que tu as aujourd'hui des gens qui t'inspirent particulièrement, chez qui tu vas quand tu as des doutes, chez qui tu vas chercher conseil ? Alors, mes patrons emblématiques, je t'en ai parlé. Malheureusement, il y en a, Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé maintenant. Claude Perdriel, bien sûr. Arnaud Lagardère, oui, mais c'est mon patron, donc ça reste un peu plus compliqué. Mes amis, ma famille, très très important pour moi. Et puis j'ai un ami qui est Christian Clavier, et j'aime beaucoup aller rire avec lui. Voilà, pour me décontracter. Voilà. Sur la solitude. Et alors, j'ai aussi, ça c'est assez agréable, tu vois. J'ai aussi avec mes collaborateurs proches toute la journée du ping-pong. Du ping-pong intellectuel, du ping-pong de remise en cause en me disant est-ce que je fais une connerie ou pas, je les écoute. Après, je prends la décision, mais je les écoute. Ils vont dire que non, mais en fait, si, je les écoute quand même. Est-ce que tu as eu des échecs particuliers ou des choses où, avec le recul, tu te dis
là j'ai vraiment fait n'importe quoi, ou j'aurais dû faire différemment. Enfin, ta relation à l'échec. Les dirigeants sont toujours très forts pour dire qu'ils ont été très bons et Non, alors... un peu moins pour te parler des échecs. Non, mais moi, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas bonne, je le sais. J'essaye d'y travailler. C'est plus peut-être dans des... Tu vois, moi, j'aurais aimé avoir un talent artistique. J'aurais aimé... Je lis énormément. Et je trouve que j'écris pas bien. Et peut-être que je me lance, mais je n'écris pas bien. Et c'est pas un échec, mais c'est un gros regret. De pas écrire mieux. J'ai un autre regret, c'est que mon rêve de petite fille, pas de petite fille, de jeune fille, c'est la police. Je voulais être commissaire de police. J'adore les ambiances des commissariats. Quand je rentre place Beauvau, j'ai de l'adrénaline. J'adore les flics. J'adore la police. Et j'aurais adoré être commissaire de police. Bon, c'est assez éloigné du métier que je fais aujourd'hui. Alors, c'est pas un échec, c'est un regret dans ma carrière. Après mes échecs, j'ai plein de trucs que j'ai mal fait. Il y a plein de trucs que j'ai ratés, des compétitions qu'on n'a pas eues. Je sais pas, rien d'intéressant. En fait, c'est la succession de petits échecs ou de gros qui te structurent dans ta façon de penser, dans ta façon après d'essayer de faire moins de conneries à l'avenir. Je te pose une question sur la solitude du dirigeant. Toi, tu as senti une solitude comme ça? Non. Je me sens pas seule, je me sens seule dans certaines situations plutôt personnelles, à des moments, mais pas professionnellement. Je me sens entourée au-dessus, à côté, en dessous. Donc non. Et sur l'intérêt des relations, d'abord, je pense qu'elles sont à double tranchant. Moi aussi, j'ai de l'intérêt pour des gens. J'essaye de leur rendre service. Ça vient du métier de la pub, où il y a l'idée de la transaction. Donc l'idée de la transaction, elle est dans les deux sens. Oui, les gens me demandent des trucs, mais moi, il y a des gens à qui je demande des trucs aussi. Donc, il faut doser. Je suis extrêmement lucide sur la sincérité qu'on peut avoir avec moi. Et j'ai la prétention de penser que les amis qui sont mes amis aujourd'hui le resteront, dans la vie professionnelle, le resteront demain. Et si j'en perds au passage, j'en perdrai au passage. Mais j'aurai pris du bon temps. Si tu devais recommencer quelque chose, ou si tu devais donner un conseil à la Constance qui sort de Sciences Po, est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui dirais qui pourrait changer un peu la trajectoire, ou qui lui serait utile avec le recul que tu as aujourd'hui sur ta carrière? Je lui dirais de s'apaiser. De s'apaiser? Ouais. De s'apaiser et de se faire confiance. Je pense qu'on va finir là-dessus, c'est une phrase assez inspirante. Merci beaucoup Constance d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'encore une fois ta parole est rare. Je suis très heureux qu'on ait fait cet épisode. Merci à toi, je te souhaite le meilleur. Et puis pour ceux qui nous écoutaient, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir Constance. Merci Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.